D'accord. Donc, vous vous présentez rapidement. Laurent Di Filippo, doctorant à l'Université de Lorraine. Alors d'abord, merci à tous les trois pour vos présentations de ce matin. Je pense qu'on va avoir de beaux débats là. En fait, j'aurais une remarque pour Patrick Schmoll. Patrick, tu as donc parlé de l'opposition entre jeu et sacré, et qui m'intéresse beaucoup parce que moi je travaille sur l'utilisation de la mythologie dans les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Mais en fait, quand tu parlais, je me rendais compte, tu présentais le jeu qui est donc divisé entre jeu, joué, jouant, comme l'a fait Jacques Orion. Par contre, donc, on a la structure et l'attitude, l'individu qui ressortent. Par contre, le sacré, comme tu l'as présenté, on était plus dans un espèce de discours idéal, pour pas dire idéal typique, du sacré. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement aussi essayer de voir une attitude face au sacré pour penser cette opposition-là? Et justement, si on pense comment, enfin, donc le rapport des personnes, enfin, la différence entre un prêtre par exemple ou une personne qui vient à la messe, ou alors aussi les personnes dans d'autres sociétés, quels sont leurs rapports au sacré en fonction de leur religion, parce qu'on est, enfin, la façon dont moi j'ai entendu, hein, peut-être que je me trompe, mais la façon dont tu présentais le sacré qui vient d'Orios, c'était quand même c'était une représentation très chrétienne. Voilà. Et est-ce que du coup en retour, on pourrait pas se questionner sur un discours autour du jeu, sur quelle serait la bonne façon de jouer, qui la définit dans les discours autour du jeu, justement, que ça aille dans les deux sens, que ça serve les deux notions. Voilà. Oui, alors c'est vrai que, en fait, ça demanderait qu'on travaille beaucoup plus que je ne l'ai fait dans ma communication sur qu'est-ce que c'est que le sacré. Et c'est vrai aussi que je me fais moi-même piéger un petit peu par nos catégories qui sont des catégories langagières. C'est-à-dire qu'on parle du sacré, donc un substantif, un petit peu à la suite de Durkheim, comme si c'était quelque chose d'intangible, par rapport à quoi on aurait des attitudes, alors qu'il faudrait qu'on parle d'une attitude, et alors du coup les adjectifs manquent, c'est-à-dire une attitude sacrophile ou sacrale, c'est-à-dire qui serait un mode de rapport au monde et aux objets qui serait différent de l'attitude ludique, quoi. Enfin, et c'est cette opposition-là qu'il faudrait travailler un petit peu. Sachant qu'effectivement, d'une société à l'autre, la question du sacré ne se pose pas de la même manière. Donc, c'est vrai que du coup, ta critique, elle est fondée, c'est-à-dire que j'ai fait comme si le sacré, c'était un objet comme ça qui ne variait pas. L'attitude que nous avons par rapport au sacré, ou l'attitude sacrale, quel que soit le terme qu'on utilise, est différente dans nos sociétés, et en particulier, je pense que ce qui est intéressant au fond, et qui est lié au christianisme, c'est que déjà dans le christianisme, il y a cette notion de foi qui est distincte de celle de croyance. C'est-à-dire que elle emporte par rapport à d'autres systèmes de conviction religieuse et de mode de rapport au sacré, je suis désolé de cette approximation, mais elle emporte l'idée qu'on puisse douter des choses, on puisse douter de nos convictions, du fait que Dieu existe, sans pour autant être à l'extérieur de la communauté des croyants. On peut être agnostique. Et l'acte de foi étant, au fond, un choix individuel plus qu'un état donné qu'on n'interroge absolument pas. Donc il y a une possibilité déjà dans notre société d'interroger les choses, de se poser des questions sur la réalité qui prépare au fond, qui prédispose à, d'une part, tout le courant de la modernité, bien sûr, tout ce qui est notre culture, mais qui prédispose aussi à l'attitude ludique, et donc à s'interroger ludiquement sur les choses et à s'interroger, comme le fait Henriot, sur l'idée même de ludique, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'avoir une attitude ludique qui elle-même serait aussi essentialiste, comme ça, figée, il faudrait, c'est vrai, interroger nos modes de rapport ludique au monde et à nous-mêmes, dans leur rapport
avec nos modes de rapport au sacré qui nous sont propres, et voir comment ça se passe d'une société à une autre. Elisabeth Belmas. Alors, moi, je suis historienne, c'est-à-dire que j'apporte un autre regard encore, bien qu'utilisant et aimant beaucoup Jacques Henriot, et j'ai entendu avec plaisir citer un philosophe que, personnellement, j'ai adoré quand je travaillais sur le jeu, qui est Colas Duflo, hein, qui a vraiment, je crois, apporté énormément de choses, y compris dans ses critiques. Alors, mes deux premières questions ou discussions s'adresseront à Patrick Schmoll, et la troisième à Bernard Perron. Donc, pour Patrick Schmoll, que lorsque vous avez évoqué, je dirais, l'invasion ludique de la société contemporaine avec la société du jeu, vous avez fait référence à Alain Cotta, qui est économiste d'ailleurs. Moi, je n'ai pas été tout à fait d'accord parce qu'ayant travaillé sur des sociétés pré-industrielles, je peux vous dire que le jeu envahit totalement la société. Peut-être ce qui est différent, c'est la perception qu'on en a et le regard qu'on porte dessus. Puisque indéniablement, dans les sociétés pré-industrielles, qui sont en même temps des sociétés où il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, hein, je parle de la société française et globalement européenne, eh bien, à ce moment-là, on porte un regard moraliste sur le jeu. Et il y a une sorte de dichotomie entre les pratiques et le discours. Par contre, aujourd'hui, il me semble, entre autres, c'est très net de chez Alain Cotta, qui est vraiment bien vulgarisé. Ce qui s'est passé, c'est la théorisation. Au fond, notre société a théorisé le jeu, et il y a une sorte de diffusion de cette théorisation, donc on a une perception différente. Et il m'a semblé, à lire Alain Cotta, en tout cas, que le regard des économistes qui, avec les théories du jeu, tout ce qu'ils ont pu écrire, et au fond théoriser l'économie avec le modèle du jeu, ça a été prédominant. Voilà, ça c'est ma première remarque et question. Et le deuxième, donc toujours pour vous, concernait effectivement le sacré. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la simulation du sacré par un jeu, c'est ce que vous avez montré, d'une part, mais ça tient aussi, vous l'avez bien dit, à la polysémie du terme, et d'autre part, l'introduction du sacré dans le jeu. Et ça, j'ai le sentiment un petit peu que cette introduction d'une pensée magico-religieuse, dirons-nous, persiste et perdure. Et je pense à ce que font les joueurs aujourd'hui dans les casinos face aux bandits manchots qui investissent ces bandits manchots de vertus sacrées avec tout un rituel, et étant persuadés que certains bandits manchots leur porteront davantage de chance, qu'ils atteindront la fortune avec d'autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux? Voilà. Et donc, pour Bernard Perron, ma question et ma discussion concernaient au fond le statut du jeu. Vous êtes revenu sur cette idée que, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, longtemps le jeu, enfin je dirais récemment, et jusqu'au retour des jeux vidéo, le jeu était relégué à l'enfance, ce qu'il n'a pas toujours été. Bon, il y avait, toujours dans les sociétés pré-industrielles, il y avait une différence entre jeux d'enfants, et nous avons le grand spécialiste des jeux d'enfants, ici avec Michel Monson, et jeux des adultes, mais le jeu était une activité sociale absolument indispensable pour un adulte. Et puis, il y a eu, sous l'effet précisément du discours des moralistes, et vous avez bien eu raison, cette dichotomie qui s'est répandue avec jeu-travail, on a opposé les deux, et le 19e siècle a été terrible, en l'occurrence, sur ce point, il y a eu relégation du jeu vraiment à l'enfance, les adultes étant censés ne pas travailler. Et ça, c'est vrai, le jeu vidéo montre le retour de l'adulte, mais est-ce que ça avait vraiment disparu, ou est-ce que c'était un discours, le retour de l'adulte officiellement dans les jeux? Voilà. Et merci à tous les trois pour vos communications. Ça va être difficile de répondre rapidement. Bon, donc effectivement, je suis allé un petit peu vite. J'ai cité Alain Cotta par déférence, puisque c'est quand même lui qui a introduit cette notion de société ludique. Mais c'est vrai que souligner que le jeu envahit l'ensemble de la société, c'est le faire par référence à une situation qui est celle de nos sociétés modernes, donc qui identifie le jeu comme une activité distincte du sérieux, de l'activité du travail, et c'est donc aussi parler d'une certaine conception du jeu qui apparaît avec la modernité et qui, à partir notamment du XVIIIe siècle, identifie des jeux comme étant des pratiques qui sont celles des enfants, ou alors quand c'est celles des adultes, c'est dans des espaces qui sont très délimités. Surtout, on revient vers le sérieux, on ne reste pas dedans. Donc il y a une partition
qui est en fait original dans la modernité, qui n'existe pas dans d'autres sociétés où là, effectivement, le jeu est beaucoup plus diffus à l'ensemble du social, et qui crée du même coup cette illusion que maintenant le jeu a l'air d'envahir l'ensemble de la société, alors qu'en fait il ne fait que revenir à quelque chose qui existe effectivement dans d'autres sociétés. Alors, dans le cadre limité, évidemment, je ne pouvais pas beaucoup m'étendre là-dessus. L'autre question, donc, sur les deux aspects, effectivement, là aussi, le cadre limité de la communication faisait que je ne me suis pas étendu sur l'introduction du sacré, enfin de la présence du sacré ou de figures religieuses, ou Laurent et moi on a un petit peu travaillé là-dessus, et puis on essaye justement de préparer un article sur cette question-là, où les figures du sacré restent présentes dans les jeux, et quel est le lien qui existe avec le rapport au sacré dans l'attitude ludique. Alors je dois dire que pour le moment on est encore en train de réfléchir dessus, mais tout à fait il y a de quoi dire, puisque la plupart des jeux vidéo, en particulier quand ils deviennent massivement multijoueurs, enfin quand il y a des univers de jeux importants, ne peuvent pas, on dirait qu'ils ne peuvent pas se passer de la réintroduction de systèmes mythologiques, d'explications du monde, avec des divinités, des démons, enfin voilà. Rapidement. Je dirais, le joueur moyen, l'âge moyen du joueur maintenant en 2011 est 37 ans. Alors l'enfant est en train de perdre son statut par rapport aux jeux vidéo. Mais encore une fois, au départ, il y aurait peut-être deux explications à ce retour de l'enfant pour le jeu, du moins pour le jeu vidéo, parce que je suis très loin d'être historien du jeu. Mais encore une fois, c'est de voir qu'au départ, on était dans l'abstraction. Les jeux avaient quelque chose d'abstrait qui faisait qu'on retrouvait ce plaisir du caillou dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'un petit truc pouvait ressembler à un monstre, et puis c'était suffisant. Le jeu vidéo aussi a pris sa place. Pourquoi? Parce que mes collègues sociologues montrent très bien comment l'enfant en ville a perdu le parc, donc ne peut plus aller jouer dehors. Donc le jeu vidéo est devenu ce terrain de jeu libre que pour l'enfant, et de savoir que tout à coup, les enfants en ont fait leur territoire, leur petit royaume magique qui permettait de retrouver le plaisir du jeu qu'on leur avait enlevé, c'est-à-dire que maintenant les parcs sont clôturés, on les ferme à telle heure, les parents contrôlent les enfants au maximum, alors que le jeu vidéo, les parents, avant les parents d'aujourd'hui, nous qui maintenant, comme Nintendo disait par la Wii, les parents se battent maintenant pour la manette. Avant, on ne voulait pas toucher. Non, je ne touche pas. Et là, maintenant, c'est papa, je veux jouer. Alors, il y a vraiment une transformation qui, encore une fois, peut-être les historiens du jeu, il faudrait voir pour les enfants. Est-ce que les enfants vont perdre ce territoire qu'ils avaient gagné avec les jeux vidéo, et qu'on retrouve encore une fois cette perte du jeu enfantin à travers les jeux vidéo? Peut-être que l'histoire nous ramènera encore une fois un retour de la pensée sur cette vision-là. Vincent Berry et Jean Perrault, je vais vous demander de rapide. En fait, plus fort. Michel, et puis après il faudra arrêter. En fait, sinon, on annule le buffet. C'est vrai que je paye. Les réflexions en fait s'adressent plutôt à Bernard et Mathieu. Et la remarque, en fait, la dernière remarque de Bernard va dans ce sens-là, c'est-à-dire peut-être qu'Henriot a une place dans les Game Studies parce que ça pose la question de quelle est l'empirie en fait de l'étude du jeu, c'est-à-dire quel rapport les études du jeu ont à l'empirie, enfin, aux données empiriques. Parce qu'il me semble que ce qui caractérise les Game Studies, c'est un rapport assez souple, on va dire, ou plutôt une approche plutôt définitionnelle, conceptuelle, et que l'empirie derrière parfois disparaît, à mon avis, sur des discours, qui ont une valeur, mais sur des discours plutôt de conceptualisation. Et du coup, la moyenne d'âge, par exemple, de 37 ans, à mon avis, elle est empiriquement très très contestable, hein, parce que la plupart des études sur le jeu vidéo n'interrogent pas les enfants. Du coup, les moyennes d'âge. Je suis d'accord. Toutes les études montrent que les adultes jouent plus, hein, ça je suis d'accord. Mais je veux dire que après, mais ça pose la question de l'empirie. Donc, et alors, c'est ce rapport-là peut-être entre les sciences du jeu et les game studies, en fait. C'est-à-dire quelle place accorder à l'empirie, ou comment accorder peut-être des définitions, des conceptualisations du jeu avec une confrontation empirique. Voilà. Comment est-ce qu'on peut articuler ce rapport-là? Est-ce qu'Henriot nous aide ou pas, ou est-ce qu'Henriot plutôt est censé pour gagner du temps, on a la parole au
différentes personnes qui ont demandé. Donc, Jean Perrault, qui était là dans l'équipe à l'origine avec Jacques Henriot. D'abord, une simple remarque sur ce que vous avez dit vers la fin. Hier soir, Nicolas Sarkozy, dans les coulisses de la télé, disait que le débat n'avait pas été un jeu. Donc, ça montre qu'on est au cœur du problème. Et moi, je voudrais répondre d'abord sur la question du sacré. Je crois qu'on ne peut pas opposer le jeu au sacré, parce que ce sont des catégories complètement différentes. Le sacré, c'est une sorte d'abstraction, le jeu est polysémique. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de relation entre les deux directement. En fait, l'opposition du jeu, c'est l'ennui. Ceux qui ont suivi mon séminaire pendant 20 ans dans l'USS ont montré qu'on savent bien que j'avais fait une étude de jeux d'enfants et ce qui les empêche de jouer, c'est l'ennui. Et l'opposition à l'ennui, c'est soit le travail, soit le sacré, soit le jeu. Et on pourrait trouver d'autres pulsions. Donc moi, je pars de là. Et donc, là, je suis d'accord, vous avez tout à fait eu raison de rappeler la notion d'illusion. Moi, je me suis occupé surtout des textes littéraires, des jeux littéraires. La lecture, c'est l'entrée dans l'illusion de la lecture. C'est-à-dire qu'il faut prêter foi à ce qui est dit, croire. Et donc, on est entre les deux. Quand on lit, on est à la fois dans le réel et hors du réel. Et donc, je pense que la machine importe peu, qu'il s'agisse du jeu vidéo, du cinéma, de la lecture, du livre. Ça n'a aucune importance. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a ce que Jenkins appelle la convergence des médias. C'est-à-dire que si vous allez voir le film Hunger Games, si vous lisez le roman Hunger Games, et si vous voyez les scénarios de Hunger Games, vous voyez que les trois se confondent en une sorte de fiction à laquelle on prête foi ou non. On entre ou on n'entre pas dans l'illusion. Enfin, dernier point, on parle de plus en plus de littérature transgénérationnelle. Et je crois que ce qui se passe en littérature se passe aussi dans les jeux, c'est-à-dire que les adultes pratiquent de plus en plus la lecture des enfants, les adolescents lisent des livres d'adultes, donc on est actuellement dans une période où on efface les barrières, où il y a une sorte de globalisation, à la fois ludique, mais aussi à la fois critique, parce que, comme on l'a dit, le jeu amène aussi à prendre conscience des fonctionnements intellectuels. Enfin, je ne vais pas développer, mais c'est un peu difficile. Michel, ça peut être rapide. Oui, juste pour dire qu'effectivement, Bernard Perron a eu raison de rappeler la phrase d'Henriot, que la dimension historique s'avère déterminante. Justement, Michel était là aussi au début. Nos discussions avec Jacques Henriot sur le rapport de l'histoire et de la philosophie comme mode d'approche du jeu étaient justement extrêmement fructueuses, parce que, par exemple, quand vous repreniez le problème de l'idée, qu'il s'agit de travailler sur l'idée de jeu, en fait, quand les historiens d'histoire culturelle ont mis en place une analyse de ce qu'on appelle les représentations, entre guillemets, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles des sociologues d'aujourd'hui, mais sous l'angle de l'histoire, eh bien, on se rend compte que faire une étude des représentations, c'est-à-dire de ce qui n'est pas un discours conscient sur le jeu ou le jouet, mais qui émane de différents types de documents comme l'iconographie, l'histoire de l'art ou la littérature, permet de rentrer dans l'histoire du jeu en apportant des matériaux qui ne sont pas de même nature que ceux qui étudient les purs discours sur le jeu. Donc, premier point. Deuxième point, il y a une analogie importante entre la transformation de l'objet qui modifie le jeu. Donc vous parliez de modification des ordinateurs et des structures matérielles du jeu, mais toute l'histoire du jeu est l'histoire de l'évolution dialectique des objets avec le jeu qu'ils produisent et qu'ils permettent. Le billard de terre se jouait grossièrement et sans chose lisse. Quand on a inventé le tour d'ivoire qui permettait de faire des boules très rondes et le billard sur table sur un tapis vert, eh bien on a modifié le jeu, on a créé un nouveau jeu. Donc constamment, la technologie de fabrication des objets de jeu interfère sur l'attitude ludique, le comportement ludique et même crée de nouvelles règles auxquelles on est obligé de se conformer dans le cadre même de la structure ludique définie par ces nouveaux objets. Donc il y a là quelque chose qui se complexifie avec l'ordinateur, mais qui est finalement de même nature
que ce moteur d'histoire de l'évolution du jeu, qui est cette transformation dialectique des objets avec la réalité du jeu, le vécu du jeu. J'ai pas la page, mais Henriot dit que conduite et situation vont ensemble. Donc, quand la situation change, la conduite doit changer aussi, et un rapport de vice-versa. Et c'est encore une fois, on rentre dans l'évolution historique à plein. Ce que je pose, c'est que chacun des intervenants de ce matin dise 2-3 mots pour terminer, puis on ira manger. Ben, il faut relire Henriot. C'est mon seul commentaire. Je sais pas si Mathieu... Oui, je veux dire deux mots sur ta question, Vincent. Il me semble que, et ça rejoint la discussion qu'on va avoir sur les game studies. C'est-à-dire une des différences, je crois, dans l'approche, en tout cas en France, c'est le fait qu'on n'ait pas de studies. C'est-à-dire que ce mode de fabrique des objets universitaires à base de studies, cultural studies, gender studies, etc. C'est pas le mode d'appropriation dominant des objets de savoir, et ça passe par conséquent, ou c'est passé en règle générale par des disciplines. Alors aussi ouvertes que la philosophie, mais aussi pour les jeux vidéo, l'infocom, la socio, etc. Ouais. Mais du coup, ça fait que la relation, par exemple, au terrain et la part de l'anthropologie me semble beaucoup plus importante dans ces espèces de game studies à la française qu'on peut essayer de fabriquer. Voilà, ça répond. Enfin, je pense que tu seras d'accord pour dire ça. Donc, ça explique une bonne partie des différences ensuite dans la conception de l'objet. Le mot de la fin, c'est en fait je vais aller dans ton sens, hein, c'est-à-dire que je pense que ce qui est intéressant ici, c'est peut-être que nous posons un jalon supplémentaire qui va vers l'organisation des sciences du jeu en France et dans la sphère francophone. Il nous manque encore des organes de publication qui existent notamment dans la sphère anglophone, et donc peut-être qu'on est en train de poser ici quelques étapes pour cela. Donc merci à vous tous pour cette matinée.